Amis citoyens du monde, bonjour. Quel plaisir de vous accueillir ici, dans le cadre idyllique du Château du Pin à Morancé. Le château a été construit vers 1100, en même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui destiné aux mariages et aux événements, il n'en reste pas moins un lieu chargé d'histoire et de tradition. Entre tradition et modernité également, l'histoire des femmes de Zanzibar nous interpelle et nous interroge. En effet, les femmes zanzibarites ont réussi le pari de l'émancipation par le travail dans une société régie par la religion musulmane sunnite. Aujourd'hui, elles revendiquent une indépendance fièrement acquise. Peuvent-elles servir d'exemple dans une société occidentale entre obscurantisme et émancipation ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette 6e édition du magazine documentaire Les Commentaires de Marion, Femmes libérées, l'exemple de Zanzibar. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Philippe Prudent. Philippe, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes réalisateur depuis 2008. Vous avez plus d'une vingtaine de films à votre actif, notamment pour Rushéa TV et TV5 Monde. Oui. Ce qui ressort souvent dans vos films, outre la dimension environnementale, c'est la place que vous faites aux femmes. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? En fait, c'est au départ venu peut-être d'une collection avec TV5 Monde où on se projetait un petit peu dans l'avenir en disant que sera demain la femme. Et donc ça m'a permis d'approcher un certain nombre de communautés et de partager le quotidien de certaines femmes dans différentes régions du monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer différentes communautés et de m'apercevoir que certaines avaient quand même des atouts qu'elles voulaient mettre en avant pour essayer, pour gagner une place aujourd'hui dans leur société, dans la société du monde, et essayer de s'émanciper, améliorer leur quotidien. Alors en 2016, vous réalisez un superbe film documentaire pour le ministère des Affaires étrangères sur les femmes des deux rives de la Méditerranée, à savoir l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Espagne, intitulé « Femmes d'avenir ». Je crois que vous n'êtes pas seule dans cette aventure. Nous avons retrouvé l'une de vos anciennes collaboratrices sur le projet. Oui. Je vous demande d'accueillir Wassila Derchi. Wassila, bonjour. Bonjour Marion. Installez-vous. Bonjour Philippe. Bonjour Wassila. Alors, depuis le temps. Oui, il s'est passé un peu de temps depuis 2016, ce gros tournage. Absolument. Ça a été du boulot. Hein. Absolument. Un an. Absolument. Un an de tournage avec Didier Lapalu aussi, on était en co-réalisation dessus. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Et qui nous a, emmenés dans de nombreuses régions, mais surtout au contact de femmes d'origines diverses. Je me souviens de ce tournage-là, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a approché aussi bien des femmes qui étaient responsables d'associations pour l'accompagnement et le suivi de jeunes femmes dans leurs projets professionnels, jusqu'à, je me souviens, au Maroc, auprès de femmes qui étaient diplomates, hauts fonctionnaires, voire même qui brillaient des postes de dirigeants politiques. Et ça, c'était intéressant. Ouais. Très intéressant, oui. Alors Wassila, vous êtes journaliste et animatrice radio. Je vous présente quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ce n'est pas le cas de Philippe. Vous êtes journaliste, animatrice radio. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 26 ans. Vous êtes originaire de Sétif, en Algérie. Absolument. Et vous avez débuté à Besançon, où vous avez connu la radio et ça a été un grand coup de foudre. Ah bah ça, oui. Et comment ? Oui. Donc on a commencé, mon itinéraire a commencé à Besançon, en effet, en 97. Et ce coup de foudre, absolument, de la radio, était juste révélateur. Pour une simple raison, c'est que l'expression que je cherchais depuis mon enfance s'est libérée. C'est libéré à travers les ondes de Radio Sud Besançon, qui m'ont fait la confiance de me recruter pour une émission, des matinales, qui après m'a permis d'être autonome au fil du temps. Et puis, on peut dire que c'est un parcours au départ, autodidacte. J'ai appris tout ce qui est technique, etc., sur le tas. Et j'ai aussi appris à libérer la voix. J'ai appris à aussi exposer les sujets
tabous dont on ne parlait pas, parce que moi j'ai les codes de la culture, ou des deux cultures des deux rives de la Méditerranée, et je pense avoir cette légitimité pour en parler et en débattre avec les auditeurs. Ce qui a fait grandement plaisir aux auditeurs, c'est eux les premiers, enfin mon public, mon premier encourageant à avancer. Et vous avez su vous frayer un chemin, vous émanciper. Ouais. C'est important de le dire. Cette émancipation, elle puise sa source en moi. On a l'habitude de dire plus que les femmes aient des obstacles, les hommes ont des obstacles, parce que je ne parle pas que des femmes, je parle des hommes et des femmes qui constituent notre société humaine. Quand on perd confiance en soi-même, on a perdu le premier des combats. Et le vrai combat, c'est soi-même. Moi, la radio et les outils que la France m'a donnés aussi m'ont permis d'évoluer. Donc, m'émanciper. J'ai beaucoup travaillé. Ça m'est arrivé au départ de trébucher parce que j'apprenais, j'étais autodidacte. J'ai fait 14 ans à Radio Salam à Lyon. Et par la suite, j'ai réussi à apprendre les outils technologiques modernes, apprendre à utiliser des logiciels. J'ai appris à former même les stagiaires et puis les nouveaux recrues. C'est une satisfaction. Et puis j'ai appris surtout aussi à mieux parler peut-être le français, puisque c'est pas parce que je le parlais pas. Moi, j'ai appris le français quand j'avais 6 ans, quand on a commencé à apprendre le français. C'est la deuxième langue après l'arabe à l'école, donc en primaire. Dès que j'ai appris le français, la première des choses, c'est de prendre les mots les plus difficiles du français au niveau du dictionnaire, les traduire pour en faire mon journal. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes émancipée en vous ouvrant à l'autre finalement? Mais c'est clair. Et du coup, on va vous emmener aujourd'hui du côté de Zanzibar, où d'autres femmes ont suivi la route de leur indépendance. Nous regardons le film Zanzibar au féminin, un film de Philippe Prudent. Voici la bande-annonce. Merci Philippe pour ces magnifiques images.
Votre film se déroule sur l'île de Mugunya, sur l'archipel... Ungunya. Pardon. Ungunya. Ungunya, je le prononce mal. L'archipel de Zanzibar. C'est vrai que souvent, on parle de Zanzibar, c'est un archipel, et l'île principale s'appelle Ungunya. Au large, dans l'océan Indien, au large des côtes de Tanzanie. Exactement. Alors, le nom de Zanzibar fait rêver, mais il faut savoir qu'à l'origine, il était donné par les navigateurs perses qui désignaient la région côtière de l'Afrique orientale par le nom Zanguibar, en vieux perse, qui signifie la terre des Noirs ou Noirs en abondance en vieux perse. Et justement, l'histoire de Zanzibar, il y a l'esclavagisme, la domination par le sultanat d'Oman jusqu'à très peu, en 1964. La révolution 64. Et qui ont laissé de fortes traces à Zanzibar. Ah oui, oui, oui. Puis ce qu'il y a de surprenant, c'est que quand on est sur place, 64, c'était hier, quoi, en fait. Hein, c'est pas vieux. Et donc, on trouve des gens qui ont connu cette période-là, bien sûr. Dans le film, on a des femmes qui nous parlent, qui étaient enfants et qui nous disent « Moi, je suis né pendant la Révolution. J'ai connu cette période-là. » Donc, c'est une trace vivante qui est encore présente et qu'il est, je trouve, important de mémoriser par les écrits, par l'image, peu importe, mais pour qu'on en ait une trace. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, les Zanzibarites sont résolument tournés vers l'avenir et ne s'attachent pas trop au devoir de mémoire. Non, le devoir de mémoire, vous savez, ça c'est lié... C'est un peu général en Afrique. Hein. La mémoire, elle est orale. Elle se transmet par des savants, par des griots sur l'Afrique de l'Ouest, par des gens qui ont cette mission de transmettre la mémoire. Et elle se transmet de façon orale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écrit, qu'il y a des magnifiques bibliothèques, il y a des philosophes, des savants sur tout le continent qui sont brillants. Qui sont brillants. Mais... d'une manière générale, oui, cette transmission, elle est orale. On n'a pas pour habitude, en Afrique, on n'est pas très matérialiste. Hein, et donc, on n'a pas pour habitude, oui, de faire d'un lieu de mémoire, un musée ou des choses comme ça. Ça, c'est une façon de penser qui est plus occidentale. Plus occidentale. Et vous, Philippe, dans votre film, les femmes zanzibarites montrent beaucoup de pudeur. On apprend notamment que le nombre de divorces à Zanzibar a augmenté de 10% depuis leur autonomisation grâce au travail des algues. Il y a une grande fierté pour ces femmes qui sont aujourd'hui maîtresses de leur destin et qui comptent sur les générations futures pour perpétrer cette image de la femme. Bien sûr, elles comptent beaucoup sur les générations futures pour continuer et améliorer. Elles sont un peu aidées, je ne vais pas dire beaucoup aidées par l'extérieur, mais il y a quelques associations, quelques personnes qui ont été sensibles un petit peu à cette voie dans laquelle elles sont engagées, qui viennent les accompagner et les aider comme elles peuvent. C'est ainsi qu'est né le Centre des algues, à Pagé, où là, les femmes peuvent enfin avoir un statut social, c'est-à-dire un salaire, c'est-à-dire des droits sociaux. Là, moi, pendant que j'étais en tournage, une des femmes employées était en congé maternité. Ah oui. C'est juste impensable. De l'évolution, oui. Eh oui. Juste impensable il y a 10 ans en arrière, quoi. C'est tout ça en place. Donc, elles construisent une société un peu nouvelle sur les bases de ce qu'il leur est fourni par le monde extérieur, et elles en voient aujourd'hui un peu les bienfaits. Elles commencent. Donc, elles se disent que tout ça, faut le continuer, et que les générations suivantes, futures, doivent bien sûr poursuivre dans cette voie-là, parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui que c'est quand même très gratifiant pour elles et que ça améliore beaucoup leur quotidien. Bien sûr. Et le thème de la transmission est fondamental. Voici là, en tant que femme des médias, vous portez la voix des femmes et vous apportez une importance vraiment particulière à l'éducation et à la transmission. Et comment? Et tout passe par l'éducation. Et l'éducation des femmes. Éduquer une femme, c'est garantir et investir dans l'avenir de l'humanité. La femme, elle donne de la vie. C'est un peu comme la terre qui nous donne cette vie, l'oxygène, qui prend soin de nous. Et elle sait nous le faire savoir quand on dérive le réchauffement climatique et autres. Donc ça en fait partie. Et donc l'éducation des femmes sont importantes. Et là, je me rappelle d'une expression dite par Saïda Douki de Dieu, que je salue d'ailleurs. C'est une grande psychiatre de renom et qui a écrit un livre magnifique autour des femmes, religion, société et santé mentale. Elle dit que le royaume des mères avait construit
l'empire des hommes qui a contribué à compromettre non seulement le statut, mais la santé mentale de la femme. Et donc une femme qui n'est pas instruite, il y a 3 choses fondamentales pour vraiment évoluer dans cette société, l'humanité. C'est l'éducation, l'instruction, la justice, la santé et la justice. Ces 3 axes sont très très importants pour essayer d'aider. Il y en a marre, enfin, je retire ce que j'ai dit. Essayer d'aider, c'est que la femme, elle doit arracher ce statut-là, défendre son statut et lutter contre toute régression pour qu'elle puisse assurer justement l'avenir de cette humanité. Une femme qui est malade, qui souffre, ne peut pas aider des enfants à l'éducation et les mener vers un avenir propice. Donc tout passe par l'éducation et je pense que les États, nos États, les politiques doivent vraiment s'investir dans l'épanouissement, l'autonomisation, l'éducation et oser faire confiance à la femme pour qu'elle guide. Parce que franchement, elle sera guidée comme la nature, mieux que l'homme. Et vous parlez du rôle, vous parlez du rôle dangereux de la femme en termes de transmission. Bien sûr, une femme qui n'a pas, il n'y a pas pire pour la femme que la femme. C'est curieux parce que je vais vous donner une exemple. Ça c'était dans le film en Tunisie, je ne sais plus quelle intervenante. Tu avais interviewé avec Didier et qui disait le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mais absolument, parce que en fait, ce qui se passe dans des sociétés comme les nôtres, même ça, on les voit ici en France, partout dans le monde. On a été avec Didier justement du côté de Jemel, du côté de Sers, où des femmes à la campagne, on les aidait à faire à travers un micro-crédit, de faire un petit projet. Donc, parfois, il y a des femmes qui veulent casser ces projets-là, naissant juste par jalousie, parce que c'est pas dans nos habitudes, c'est venu d'ailleurs. Pourquoi la femme doit sortir, pourquoi elle doit travailler, etc. Et donc, l'éducation, parce que l'autre personne ne sait pas que elle aussi, elle peut évoluer. Elle a été programmée pour servir. Et donc, on voit toujours ce rapport dominé-dominant. Et si on continue à vivre avec cette réflexion, qui doit dominer l'autre, eh ben, le monde n'ira pas plus loin, je pense. Alors, justement, je fais, en parlant d'éducation, il y a un parallèle que j'ai envie de faire qui me frappe beaucoup par rapport aux femmes de Zanzibar. Un parallèle entre les jeunes filles de Zanzibar qui donc vont dans les madrasas, les écoles coraniques, et qui ont acquis au-delà de leur indépendance le respect de la gente masculine, et de l'autre côté, nos jeunes filles en France où l'enseignement est plutôt laïque. Et ma question, c'est peut-on dire qu'il y a une dégradation de l'image de la femme dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, dans les relations hommes-femmes? Non, c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant. Oui. Ouais. Les femmes doivent conserver leurs acquis et si elles souhaitent développer d'autres formes de métiers, de place dans la société, ben oui, elles ont le droit. Bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter là et pas faire machine arrière. Non. Il ne faut pas faire machine arrière, il faut lutter, vous serez peut-être d'accord, sans doute d'accord avec moi, sur toutes ces formes d'obscurantisme. Mais tout ça, ça passe là encore par l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. Voilà. Voilà, si aujourd'hui, il y a une forme de régression aujourd'hui du statut de la femme en France, mais il faudrait qu'elle regarde un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde et qu'elle se rende compte des combats qui sont menés par d'autres femmes, celles de Zanzibar en font partie, et qu'elle réagisse et qu'elle s'inspire un petit peu de ça, qu'il y ait plus d'échanges, qu'il y ait plus... mieux connaître le monde. Si tant est qu'on accepte cette ouverture pour elle, parfois c'est pour les hommes. Ben oui. Mais pour tout le monde. Au final, c'est tout le monde est gagnant. Les hommes de Zanzibar sont
plutôt heureux de voir leurs femmes s'émanciper et, ma foi, ramener aussi de l'argent dans le foyer et de participer à la vie sociale et économique du foyer. Ils s'en plaignent pas, il n'y a pas de problème. Ils sont plutôt heureux, plutôt contents, quoi. Au moins, tout le monde a sa part d'activité, tout le monde a son domaine de compétences et le clan s'en porte mieux que par le passé. De toute façon, ils sortent d'une 64, quoi. Il faut pas oublier ça. Ils sortent d'une période où ils n'avaient droit à rien. Rien. Pas de droit de propriété de terre, pas le droit de cultiver, pas le droit de profiter des richesses, les épices, la culture des épices, pas le droit de pêcher, rien. En l'espace de quelques décennies, parce qu'ils ont fait leur révolution, ils se retrouvent, ils ont accès à tout. Mais tout ça est encore dans les balbutiements, je dirais, de certaines choses. Alors le tourisme est arrivé à Zanzibar. Tant mieux pour eux. Et c'est l'économie principale de Zanzibar, il ne faut pas se voiler la face. Zanzibar, on l'a dit en introduction, le mot déjà est évocateur d'horizons lointains, d'exotisme, on pose le mot Zanzibar, on voit le sable blanc, le lagon, les palmiers. Voilà. Évidemment, il y a ça. Mais il y a aussi une société zanzibarite qui est là, qui vit au quotidien, qui vit à l'année et qui doit conjuguer avec ce tourisme leur tradition, leur histoire et trouver des solutions pour s'avancer. Voilà. Tout ça se construit au jour le jour. On cherche encore des voies nouvelles, on ne sait pas vers où ça nous emmène, mais ce qu'il ne faut pas oublier, voilà, on revient sur ce regard extérieur de l'Occident, des gens qui vont en vacances à Zanzibar, l'ouverture, c'est de sortir un peu de son hôtel et puis d'aller rencontrer ces gens-là, ces femmes-là, qui vont vous expliquer d'où elles viennent, comment elles voient l'avenir, comment elles vivent au quotidien avec les enfants, l'éducation et ainsi de suite. Là, je peux vous assurer que les voyageurs qui vont partir à Zanzibar, ils vont rentrer de leur voyage, ils auront découvert le lagon, ils se seront baignés dans une eau à 33 degrés et ils auront été heureux, mais ils auront aussi enrichi ce qu'ils ont un peu là-dedans par le quotidien de ces gens-là. Et là, on se dit, non, on n'a pas le droit, nous, de baisser les bras quand cette communauté-là donne autant d'énergie pour s'en sortir. Tout à fait. Voilà comment je vois les choses. L'objectif de ce film, c'est ça aussi, quoi. C'est de dire Zanzibar, c'est pas juste un coin paradisiaque où on peut aller passer de belles vacances sur une jolie côte. Elles sont inspirantes, ces femmes. Elles sont belles, elles sont pleines de couleurs, elles sourient tout le temps. Mais c'est ça ce que j'ai voulu relever, en fait. J'ai l'impression que... Il y en a pas une qui rigole pas. Voilà, et en fait, le contentement que nous, dans les sociétés occidentales, on n'a pas peut-être, on a appris tout le temps à dire oh il y a rien, on a marre, mais on voit que le côté morose de la société, mais on voit pas les belles choses que la nature nous offre, que des hommes et des femmes dans la société ou dans notre société occidentale qui nous offrent. Donc elles, avec le peu, du moment où elles arrivent à sortir et faire leur boulot, et elles sont en bonne santé, leurs enfants aussi, c'est bon. C'est déjà le principal. Voilà, C'est vrai qu'elles sont, je reviens là-dessus, encore très inspirantes pour nous, femmes occidentales. Je pense que la société occidentale féminine peut être inspirante pour ces femmes-là. Et comment, oui, mais bien sûr. dans le sens inverse, on a aussi des choses à prendre. Voilà, c'est toute cette relation, quoi. Elle est à double sens. Ouais. Et dans l'historique de cette émancipation, parce que à la limite, on aurait pu penser, là, ça s'est très bien passé, l'après-révolution a été extrêmement bien gérée, ça aurait pu être quelque chose de complètement différent, mais on a l'impression, et ça je reviens, Wassila, sur ce que vous me disiez avant l'émission, que les temps pauvres préparent les temps riches, et les temps riches peuvent préparer les temps pauvres si on n'est pas vigilant. Mais c'est ça, en fait, rien n'est acquis. Tout est à construire et renforcer. On a tendance à dire, nous, on est le monde développé, les autres, c'est le monde en voie de développement ou non développé. Non, le monde est en voie de développement. Absolument. Nous sommes tous en... Voilà, et il faut savoir que de l'autre côté de la rive, il y a des gens qui sont extraordinaires, tout comme... Enfin, chaque région du monde a son héritage culturel,
qui est telle et qui apporte à l'autre. Il faut savoir que le pourtour méditerranéen, c'est d'abord l'histoire d'une humanité parfois mutilée et mutilante à cause de l'histoire, des guerres. Mais dans les guerres, il y a aussi des histoires d'humains qui ont construit ensemble. Et quel serait le monde d'il y a des siècles sans des hommes et des femmes qui ont cru en un monde meilleur? Alors, question qui n'est pas piège. Comment voyez-vous l'avenir de la femme, Philippe? Je vais rester sur Zanzibar. Et après, je vous reposerai la question aussi là. C'est très difficile de le dire. Je suis pas devin. Comment vous? Moi, de ce que j'ai ressenti, de ce que je vois là-bas, voilà, elles sont. Je termine le film comme ça en disant elles s'engagent dans une voie nouvelle. Quand on part dans une voie nouvelle, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous emmène, on ne sait pas ce qu'elle nous prépare. Il y aura des embûches, il y aura des conquêtes, des victoires. Il y aura un petit peu de tout ça. Dans les décennies qui approchent, je garde espoir. Je me dis qu'elles vont continuer à s'émanciper, à gérer leur quotidien, à gérer leur vie du mieux qu'elles peuvent. C'est la nouvelle génération surtout. Hein. Ce sont les enfants qui ont les clés de tout ça, qui vont définir eux ce qu'ils veulent en faire. On ne sait pas que feront les générations futures. Est-ce qu'elles vont tout laisser tomber pour au contraire se remettre plus dans des activités touristiques, ce que font certaines d'ailleurs. Certaines vont travailler dans les hôtels comme femmes de chambre, comme serveuse, comme dans les cuisines, bref, tous les métiers de l'hôtellerie. Est-ce que, au contraire, la culture de l'algue, parce que c'est une ressource naturelle à laquelle on donne un avenir meilleur, dans le plastique, dans le cosmétique, dans l'alimentation, bref, l'algue, on peut faire des applications dans plein de domaines. Et donc, est-ce que l'activité de la culture de l'algue rouge va encore plus s'exposer que ce qu'elle n'est déjà aujourd'hui? Et donc, les femmes de Zanzibar vont encore en profiter un peu mieux? Est-ce qu'elles vont du coup pouvoir organiser leur propre circuit commercial, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Elles cultivent, elles vendent aux coopératives sur place, elles n'ont pas la main sur le processus commercial derrière. Peut-être que demain, les jeunes filles vont aller étudier à l'université à Dar es Salaam et vont apprendre le commerce et donc vont commencer à travailler dans l'exportation de l'algue rouge. Oui, peut-être, je ne sais pas. On l'espère en tout cas. On l'espère, moi je l'espère pour elles. Bien sûr, on ne peut que leur promettre cette nouvelle voie, une branche encore nouvelle qui va s'ouvrir, le commerce. Non, mais je me joins à Philippe dans ce qu'il a avancé. Et c'est vrai que moi, j'ai juste à ajouter que, comme il a bien dit, tout passe par l'appui qu'on a à donner à ces femmes-là. Et puis, que les femmes doivent arracher, parce que c'est un droit. Et donc, parfois aussi, on est face à un dilemme qui est vouloir et pouvoir. Donc, vouloir s'émanciper, aller au bout du monde, oui, il y a des femmes partout dans le monde, pas qu'à Zanzibar, qui voudraient aller au bout du monde et rencontrer des gens, s'épanouir, bâtir, etc. Mais est-ce que les possibilités qui s'offrent à elles sont capables de changer la donne? Oui ou non. Enfin, on verra bien à travers. Enfin, on n'est pas encore devin. Et donc, tout dépend des politiques au niveau international. Il y a ONU Femmes et beaucoup d'organismes, Analint, pour en citer que ces deux. Beaucoup d'organismes sur le terrain au niveau international qui font que chaque année, il y a des projets qui vont dans cette direction, l'épanouissement des femmes, que ce soit dans les milieux ruraux ou dans les travaux dits difficiles ou masculins. Donc on essaie de féminiser par des métiers. Et puis aussi dans la fonction publique, voilà, où on voit parfois la femme est face à des harcèlements. Enfin, il faut lutter contre tout cela pour qu'elle puisse vraiment, véritablement jouer son rôle sur le terrain
et qu'elle puisse aussi donner l'exemple à ses enfants, parce qu'une femme qui est programmée pour servir ne peut donner une génération à sa société pour bâtir. Il faut. C'était pourtant l'exemple des femmes de Zanzibar. Si absolument. J'ai un ami qui donne des conférences, c'est une sommité qui m'a dit un jour, j'ai été invitée pour faire une conférence autour de l'avenir de la société. Et il m'a dit, j'ai été très très bien accueillie, ça toujours, enfin c'est du côté de l'autre côté de la rive. Il m'a dit, j'ai été très très accueillie, très bien accueillie. Et puis à un moment donné, quand j'étais dans la salle, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je leur avais dit, vous m'avez invitée pour parler de la société, mais je vois que la moitié de la société n'est pas là. Et donc vous avez des docteurs, des sommités, enfin dans plusieurs secteurs qui étaient présents. Mais le sujet qui intéresse la femme, à qui lui revient le rôle immense d'éduquer les enfants, n'est pas là. Donc c'est son mari qui va lui ramener ce qu'a dit, si tant est qu'il accepte de le faire, ce qu'a dit le conférencier, et de quelle manière il va lui le retranscrire. C'est ça la femme en fait actuellement, c'est ça le défi réel. C'est comment libérer la femme pour qu'elle puisse avoir sa réflexion sur le monde elle-même et produire de la pensée. Moi, c'est mon cheval de bataille. Depuis des 24 ans à la radio et dans les médias, c'est mon cheval de bataille. Et que ce soit pour la femme ou pour l'homme. C'est pareil, parce qu'une société ne s'envole pas, ne marche pas sans l'homme. Voilà, absolument. Et donc l'idée, c'est de vraiment aider les gens à travers les médias, à travers ce que tu fais, Philippe, et vraiment bravo pour tes documentaires qui mettent la lumière sur ce genre de sujet. Et sincèrement, il est venu grand temps d'aider la femme à se positionner, tout comme l'homme. On revient à l'éternel sujet qui est l'égalité. Donc, elle ne fait pas peur, l'égalité. Au contraire, marcher ensemble, c'est magnifique. Et ça bâtit une société. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Wassila. Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Marion. Merci. Merci. Wassila d'être venue. Toute la joie est pour moi. Je vous rappelle que vous pourrez voir le film de Philippe Prudent, Zanzibar au féminin, en tournée dans les salles du réseau documentaire. Vous aurez toutes les informations concernant les séances près de chez vous sur notre site www.document-terre.fr, où vous pourrez également revoir l'émission en replay, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Quant à nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain, où il sera question de mémoire. Je ne vous en dis pas plus. Ah. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures documentaires.